Salut, c'est les Jérôme. Le printemps est de retour, enfin en tout cas dans cette vidéo, alors on va pouvoir reprendre les travaux à l'extérieur. À préciser tout de même que pendant tout l'hiver, il n'y a pas eu d'eau qui s'est accumulée dans la tranchée et qu'on n'a pas non plus eu de problème de gel avec notre arrivée d'eau qu'on avait protégée. Finalement, avec le recul, on a pu vérifier pendant un hiver que notre souci de remontée capillaire a bien été résolu. Tout est bien resté au sec malgré le ciment en façade. Cela ne peut donc qu'aller de mieux en mieux. Et bien justement, à propos de Scrapie, il y a le soubassement de la façade qui est complètement cimenté et on va le retirer. Il faudra de toute façon refaire le soubassement et puis vu les sols qu'on va remettre à la bonne hauteur, il ne correspond plus. Allez, c'est parti! On a commencé avec notre petit burineur, mais de toute évidence, c'est trop petit pour lui, ça ne suffit pas. Et on a donc voulu passer à la vitesse supérieure avec notre marteau-piqueur. Sauf qu'il est bien trop grand et surtout bien trop lourd pour être manié à l'horizontale. Non, ça ne va pas, il faut un autre système. Comment est-ce qu'on va faire? Du coup, on a dû s'équiper d'un modèle intermédiaire. Plus lourd, assez lourd à vrai dire, mais tout de même maniable. Bon, vu qu'un jour il faudra piquer toute la façade, ça n'est pas superflu d'avoir un outil adapté à ce travail. Avec ça, ça a été beaucoup mieux et plus vite. Derrière, on retrouve cet enduit fait de mortier de briques et de chaux, rempli de pierres et de scories, comme on l'avait découvert l'année dernière en creusant la tranchée. On suppose qu'à l'époque, cela a dû être recouvert par un enduit imitation pierre, pour simuler et continuer celui en pierre des tourelles des deux côtés. Et puis en même temps, quand on regarde le mur de l'orangerie, construit après mais à la même époque, on retrouve cette idée d'enduit à base de briques dans lequel on affichait des pierres. Et on suppose à des fins décoratives. Même si, on doit avouer qu'on ne trouve pas ça très esthétique à notre goût. Bon, même type de technique, mais dans le soubassement, il y a des scories et toutes sortes de choses, ainsi que des pattes de scellement, donc vraisemblablement ce n'était pas pour rester visible comme ça. En faisant sauter l'appui de fenêtre en béton, on voit qu'au départ tout avait été lissé quand la façade a été crépie. Les appuis en béton ont été faits ensuite, et tout ça a remplacé des appuis de fenêtre en pierre comme il y a aux étages. Dessous, des pierres jaunes qu'on avait retrouvées par derrière en faisant le hérisson ventilé. On avait été assez surpris, mais en fait c'est logique car ici se trouvait un portail, c'est donc du rebouchage. Et justement, un peu plus loin, on a atteint ce qui, à une époque lointaine de l'histoire de la maison, était la fin du bâtiment, avant la partie « grange » entre guillemets, avec le portail. Il y a encore les pierres d'angle comme on l'avait déjà découvert en rebouchant la fenêtre, mais aussi par l'intérieur en démontant tout, et quand on a refait la cave. Ces pierres calcaires ont énormément souffert, évidemment, toutes mouillées, enfermées dans du béton. Bah oui. Bon, on a purgé tout ce qui n'était pas stable. Et puis, on continue de piquer le soubassement. L'air de rien, c'est du boulot. On a déjà retiré les plus gros morceaux de ciment de la tranchée pour ne pas trébucher, mais les restants du piquage, on les laissera dans le fond de la tranchée. Ça fera finalement une bonne couche drainante. Enfin bon, il faudra quand même qu'on les bouge pour travailler, mais on les y remettra. Et il y a aussi les restants de l'enduit d'origine. Oui,
car on a décidé de retirer les restes du soubassement sous le cimentage. À beaucoup d'endroits, il est décollé ou pas très stable, bon, peut-être à cause du burineur, mais surtout on ne pourra pas intervenir sur la maçonnerie derrière, et on a déjà repéré quelques mauvais joints ou pierres déchaussées. Et puis il faudra de toute façon refaire quelque chose aux endroits où il manquait, alors autant que ça soit uniforme pour toute la longueur. Du coup, on peut voir toutes les pattes de fixation qui étaient logées dans l'enduit pour la tenue, et encore, pas mal ont déjà sauté avec le burineur. Pendant que Jérôme commence déjà à piquer les joies, le retrait du soubassement continue au niveau du puits. Alors on a posé une planche pour notre sécurité et une autre verticalement pour ne pas que les décombres tombent dedans. Hein, on le débouchera qu'une fois. Hein. Bon, cette partie du soubassement semble avoir déjà été refaite en un enduit complètement cimenté. Ce n'est pas avec de la brique pilée comme ailleurs ou des pierres et scories. Et il semble avoir été appliqué directement sur le mur sali, ou alors l'enduit en dessous s'est décomposé. Comme on est juste à la source des gros problèmes d'humidité, on peut supposer que c'est ici que le soubassement d'origine a le plus souffert, s'est rapidement dégradé et a dû être remplacé. Mais bon, sans résoudre la cause. Et à côté, sous la fenêtre, le soupirail de la cave qu'on a refait et qui était auparavant un ancien accès à la cave. En retirant le soubassement, on retrouve les pierres de jambage avec l'encoche pour le volet ou la porte. On a déjà pu observer cela dans les alentours, une trappe d'accès à la cave depuis l'extérieur sous une fenêtre. Mais c'est marrant, c'est vraiment les mêmes côtés. Et puis alors... Ça devait donc être comme ça ici aussi. On remarque que tous les appuis de fenêtres du rez ont été refaits en ciment. Il ne reste plus de pierres jaunes. Et c'est même rempli de drôles de morceaux de briques et de tuiles, probablement du remplissage. Allez, on avance. On en arrive devant la descente à charbon qu'on a retirée, le premier accès d'origine vers la cave du bâtiment. Eh bien, on retrouve le dessus du passage qui était voûté, juste sous la fenêtre. On ne comprend pas très bien comment on y accédait. Ici aussi, il y avait une entrée, mais plus basse. Hein. L'autre, ça commence là, ici, ça commence là. Donc ça veut dire qu'on pouvait être debout ici. Donc il y avait un grand... Enfin, tu vois, ça sortait dehors. Fallait pas se mettre comme ça. En plus, ils auraient dû la voûte comme ça, mais c'était comme ça. Je comprends pas. Bon, on s'en fout, mais... Mais t'as envie de comprendre quand même. Bah oui, c'est l'histoire de la maison, surtout. Bon, il faut dire aussi que les sols étaient beaucoup plus bas que maintenant, et même qu'après les transformations à cette époque de la maison. Ou alors le bâtiment qui était ici, ça connectait en dessous. Tu vois? Il y avait un bâtiment là, donc peut-être ça connectait par en dessous. On va savoir. Je préfère pas savoir. Vachement large. Bon. Voilà, il y a du... Je veux pas savoir ici, hein. où tu vas quand tu t'en vas. Je veux pas savoir. Je veux rien savoir. Il y a des gravats. Bon ben voilà, tout le dessous de la maison a été mis à nu. Cela nous prépare à estimer un petit peu le travail pour quand il faudra faire toute la façade. Les pierres sont très belles et l'appareil assez esthétique. À la base, la façade ne devait pas avoir été prévue pour être enduite, puis avec les nombreuses transformations et traces de celle-ci, rebouchage et autres restes, ça n'a plus eu d'intérêt qu'en enduisant le tout, surtout côté sud. Et en parcourant le soubassement, rien que sur cette petite hauteur, on peut déjà en apprendre beaucoup sur le passé de la maison. Ici, c'était le coin du bâtiment, avant l'ajout des tourelles. Il y avait un petit portail, un pilier au milieu avec un mur de revent à l'intérieur, puis un plus grand portail qui va jusqu'à la limite précédente d'une version antérieure de la maison. Un ancien accès à la cave, et en plus cette cave a été rajoutée ensuite, c'est une extension de l'autre cave juste à droite.
Ici, certainement une porte d'entrée du bâtiment, transformée en soupirail vers le couloir qui relie les deux caves. Et puis tout au bout, l'accès d'origine à la cave, la première cave, qui date de la construction. Il y a 2 trous dans les pierres comme pour sceller une main courante par exemple. Et puis une autre porte de la maison, toujours en service elle, et on remarque aussi que les pierres de droite sont plus proéminentes. C'est en effet dans le prolongement du soubassement. Et bien ici ils n'ont pas eu besoin de réaliser en enduit, des pierres calcaires ont pu être posées. Et oui, car la largeur de la porte a été réduite. On peut voir dessous que les pierres sont sur le seuil, et c'est à l'intérieur que c'est encore plus flagrant. Le linteau continue jusqu'aux pierres d'angle de la maison, qui alors s'arrêtait là, et une colonne de pierre moins large que l'épaisseur du mur a été rajoutée pour rétrécir la porte afin qu'elle ne soit pas complètement collée au pilier du portail, lui aussi rajouté lors des transformations. Eh ben, que de vie et de transformation sur ce bâtiment. Notre vidéo sur le sujet ne fait qu'effleurer ce qui s'est passé au fil des époques. Bref, pour revenir au soubassement, ici il a directement été fait en pierre, comme sur les tourelles. C'est ce qui conforte notre idée que celui rajouté en enduit sur le bâtiment en pierre existant était destiné à imiter la pierre jaune, comme cela a été fait sur d'autres parties du bâtiment. Et on sait maintenant que ce genre d'enduit était fait en plâtre. Bref, à terme on refera un soubassement et un enduit. Bon en attendant il faut rejatoyer et stabiliser les parties qui sont à reprendre. Mais d'abord, un petit nettoyage à l'eau qui va au passage humidifier le mur. On va répéter cette opération plusieurs fois jusqu'au lendemain car le mortier terre avec lequel le mur a été monté est très absorbant. Et il n'y a plus tant d'eau que cela qui remonte par capillarité. On est prêt, le mortier sable chaud terre tourne, il n'y a plus qu'à. Ça nous rappelle un chantier qui commence à dater maintenant. Tous les murs de la partie qu'on rénove. Pour les plus gros trous, on ne remplit pas tout avec du mortier, mais on y glisse de la blocaille pour mettre plus de pierre que de mortier. Et hop! Avec 1 ou 2 gâchets, on va déjà loin. Bon alors oui, on n'a pas été très attentif au débord sur les pierres, puisque de toute façon, ce sera ensuite enduit. Raison pour laquelle rien n'est brossé après la prise. Allez, il en reste. Et dire qu'il va falloir faire la même chose sur toute la surface extérieure. Et hop, voilà. La journée s'achève et on a pu terminer le rejointoiement. Alors les restes d'enduit qui sont tombés au sol, on ne s'est pas trop tracassé pour les ramasser, car ce sera déjà ça pour former une cunette au pied du mur. Cunette qu'on a ensuite réalisée sans terre ce coup-ci. Bon, en fait, c'est plus un renvoi qu'une cunette, mais le but ici n'est pas de renvoyer ou de récolter l'eau, mais juste d'avoir une forme douce pour reposer la protection de soubassement. On a aussi décidé qu'on réaliserait un enduit sur la partie enterrée du mur. On va le faire revenir au niveau du cordeau rouge, à 10 cm plus haut que le niveau du sol fini, symbolisé ici par la ligne bleue. Et pour ça, on revient sur un mélange contenant de la terre. Cet enduit ne sera pas en contact avec le sol, bien qu'il pourrait l'être, mais grâce à la protection de soubassement, il y aura une petite lame d'air. Bon, pas suffisante pour assécher complètement le mur, mais tout de même. On peut un peu l'assimiler à un enduit d'assainissement. Avec la terre, il a une porosité assez élevée et il va littéralement aspirer l'eau du mur et augmenter la surface d'évaporation auparavant limitée au seul joint. Cela en plus en capturant les sels dus à l'évaporation de l'eau, histoire de ne pas les retrouver plus haut.
Autre raison de cet enduit, égaliser la façade pour la pose de la natte de protection, car certaines pierres sont saillantes, pointues, et la façade n'est pas toujours plane, surtout sur le bas près des fondations. Et autre raison secondaire, un peu s'entraîner à faire des enduits. Du coup, on a un peu tout essayé, projection du mortier, talochage, lissage, etc. Bon, ça se passe assez bien. Bon, ici, on n'a pas dressé à la règle, ni gratté l'enduit après la prise. Nos essais se concentraient surtout sur la mise en œuvre du mortier frais. Et donc, à la main, il n'est pas tout lisse, mais ça, bon, c'est pour enterrer, hein. Alors, on continue. Avec la terre, le mortier est vraiment très collant, ce qui aide, on trouve, pour ce type de travail. Alors ici, on fait un enduit monocouche, sans avoir fait de gouptis ou de corps d'enduit avant, ce qu'il faudrait réaliser, par exemple, si on fait la façade. Alors le plus délicat, on a trouvé, ce sont les raccords entre deux journées de travail. L'enduit précédent a déjà fait sa prise, bien qu'on peut le réhumidifier et le rendre un petit peu crémeux, mais il est très difficile de faire une couture qui ne se voit pas. Et donc quand on fera la façade, ce sera vraiment un point d'attention particulier. Il faudra avoir élaboré une technique qui fonctionne, car on ne peut pas tout faire en une fois. Ceci dit, quand on regarde le crépissiment actuel, on devine où sont les raccords, car il y en a près des fenêtres, et à certains endroits stratégiques, comme les descentes d'eau de pluie. C'est malin en fait. Entre deux mélanges ou journées, on essaie de finir l'enduit de manière assez nette. Ça facilitera la reprise pour la suite. Ici aussi, il y a pas mal de pointes de pierre qui ressortent. Il y a du volume à rattraper. Et comme vous le voyez, le raccord est tout de même assez visible. Et hop, c'est fini. Autour des tubes et gaines vers l'intérieur, on a laissé un contour sans enduit pour faciliter la connexion. Et voilà pour l'enduit. Bon, il y aura encore toute l'autre partie, mais ça, ce sera pour quand on s'attaquera à ce côté. Et c'est assez satisfaisant à faire finalement. Après quelques temps, il a commencé à sécher. Mais par contre aussi, à fissurer. Eh oui. Bon, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Bon, déjà, nous ne sommes que des novices, c'est notre premier enduit d'envergure de la sorte. Et puis, sans gouptis, ni corps d'enduit, ça n'aide pas. Les épaisseurs de l'enduit sont fort différentes d'un endroit à l'autre, ce qui provoque un retrait différentiel au séchage, et donc une fissuration. Pour un bon résultat, en principe, il faut rejointoyer tout, faire un gouptis, puis un rebouchage des gros creux, et puis un corps d'enduit pour dresser la surface, pour finir par l'enduit de finition. De cette manière, les couches sont plus progressives, moins épaisses, et les dernières plus homogènes, éliminant le risque de retrait différentiel. Aussi, il y a eu des périodes assez sèches et où le mur a été au soleil, même si on a passé notre temps à le réhumidifier. Mais bon, il faut protéger un enduit en train de faire sa prise et le garder humide. Et enfin, peut-être qu'on a mis un petit peu trop de terre dans l'enduit. Ça pourrait avoir favorisé la fissuration. Bon, c'est possible, c'est dur à dire, encore qu'on voit bien des enduits purement terre chaud ailleurs, donc ça se fait. Et puis aussi, nous faisons le mélange nous-mêmes. Juste sable, chaud, terre, sans adjuvant. Et les produits commerciaux ont souvent divers adjuvants qui améliorent l'adhérence, la rétention d'eau et diminuent le risque de fissuration. Bref, c'est pour enterrer, mais voilà de précieux enseignements. Sinon, après quelques semaines, ça a commencé à vraiment bien sécher. Sauf à certains endroits. On peut en effet voir des parties plus humides, et souvent elles correspondent à des endroits où se trouvent les pierres de taille très absorbantes.
Et ces traces humides sur l'enduit, c'est plutôt bon signe. Cela veut dire que l'eau est pompée par l'enduit. C'est exactement ce qu'on recherchait. Alors, on a longuement hésité, en mettre ou pas. Et puis donc, on va mettre une natte de protection de soubassement et non d'étanchéité. Car en principe, c'est pour une protection d'étanchéité, mais notre mur ne l'est pas. On aurait pu remblayer directement sur l'enduit, qu'on aurait alors fait sans terre pour rendre le mortier plus imperméable à l'eau liquide, mais on a préféré cette solution de séparation. Alors, cette natte n'est pas une étanchéité, du tout. En tout cas, pas au sens où le serait un enduit bitume, membrane ou autre système d'étanchéité. C'est juste une protection. Bon, évidemment, oui, ça protège du contact avec le sol humide, ce qui nous intéresse, et crée la petite lame d'air, ce qui nous intéresse aussi. Mais si de l'eau s'accumule au pied des fondations, par exemple, si le puits débordait, comme avant, eh bien, l'eau montera des deux côtés de la natte, et ce sera comme si elle n'était pas là. Cela n'étanchéifie rien du tout. Pour la pose, c'est simple. On l'a déroulé le long de l'enduit, et on a décidé que le dessus de la bande orange représenterait le niveau du sol fini. Notre idée, au final, sera de faire revenir le futur soubassement imitation pierre par-dessus avec une lame d'air pour ne pas colmater le creux. En finition classique, on met un profilé par-dessus, ce qu'on ne fera donc pas ici. La natte est clouée avec des boutons pointe prévus pour ce type de natte, une rangée en partie haute avec une fixation tous les 50 cm. Comme la tranchée est en pente, on a recoupé les parties trop grandes en laissant juste le débord se poser sur la cunette qu'on a réalisée. Et pour l'assemblage de deux parties, il suffit de superposer les laies de 10 cm environ, et on reprend. Enfin, pour les passages de gaines et autres, il suffit de faire une entaille en V dans la natte, et puis d'insérer un morceau de chute de la natte par-dessous. Comme ça, si de l'eau s'écoule depuis le haut, elle sera redirigée vers l'extérieur et ne pourra pas s'immiscer derrière la protection. Et bien voilà, le traitement des fondations se termine. On va pouvoir commencer à penser au réseau, et puis au puits, et à... oh là là, à plein d'autres choses. On n'est pas prêt de reboucher, mais on avance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien, et à bientôt.